des esprits de la terre, donc. Abraham vient de tomber de la tour? Non, pas de la tour, de la corniche. Mais mon Dieu, qu'allait-il faire sur cette corniche? C'est César qui l'a poussé. César. César. Tiens, pensa la messagère en entendant les cris, tiens, j'aurais cru que M. César, ce serait plutôt Madame qui l'aurait tué. Il faudra désormais rencontrer dans les corridors de Fredegg Abraham mort, vaquant à ses transparentes affaires et croisant sa mère, dont la tête est surmontée d'une construction de neige, sa sœur Isabelle, entourée de ses prétendants, et son petit frère Ulysse, le tordu, qui serre contre lui de son bras décru un encrier de marbre noir. Et oncle César? Où est l'oncle César? Son cher neveu vient de tomber de la corniche et il a disparu. C'est qu'il part, comme chaque automne, vers la maison d'en haut. Il longe le mur de Fredegg en détournant les yeux à cause d'une plante de capillaire. Le petit domestique de la maison d'en haut lève déjà le bras pour se protéger contre ses coups, tandis que celui de Fredegg, appuyé au chambranle, respire enfin l'air pur d'un soir de sursis. Les servantes balaient la chambre que César occupe 6 mois de l'an. Il n'a plus qu'un demi-rideau de reps vert. L'autre moitié, la messagère l'a volée cette nuit qu'Armand achevait de démolir la tour à demi ruinée, d'où la tourterelle était tombée en cueillant du capillaire, et qu'il vit la messagère diligente emporter dans sa voiture d'osier les longues robes brodées de l'enfant mort. Effrayés, assis sur leur lit, César et ses petits frères écoutaient alors les bruits sourds des pierres tombant sur les roses blanches qui, la veille, hésitaient au bord du jeune cercueil. « Ces coups qu'on entend, est-ce les vagues ?» dit César. César secouait la tête, il avait des taches de rousseur et d'épais cheveux rouges. Maintenant, ses cheveux carottes étaient cousus un par un à une rondelle de feutre et il partait, furtivement, comme chaque automne, vers la maison d'en haut. Rime, le cousin pauvre qui vivait avec sa femme de la charité de madame dans l'ancienne étable à port, vous y serez bien, avait-elle dit, tellement plus libre qu'au château, et n'est-ce pas, vous n'avez pas besoin de venir au salon quand j'ai des visites, restez bien tranquillement dans votre jolie petite maison, c'est moi qui voudrais y être à la place de ce grand Fredegg. Le cousin Rime franchissait d'un pas sa mare de boue, et tout heureux, soutenait par derrière Abraham, blessé, qu'on portait dans l'escalier. Des gouttes de sang tachaient les marches usées, si douces aux pieds des mortes quand elles descendent la première nuit pour chercher un verre d'eau. Abraham était tombé sur l'étroite grève, l'oncle César avait disparu, madame l'accusait, c'est César. Mais ma bonne, protestait timidement Eugène, César, où est-il en ce moment ton frère? Tu le sais, toi? Et qu'est-ce qu'il fait toujours à l'écurie? Quand il en sort, il trébuche, il boit, je te dis. Mais vas-y donc, à l'écurie, vois-le, parle-lui, ce n'est pas à moi, étrangère. Ah, si j'avais su, quand le fiacre l'amenait au bal dans le brouillard, et qu'un vieillard marchait sur le trottoir couvert de neige et lui donnait la main. Ah, ce César, c'est ma croix, c'est... Mais ma bonne, s'il nous réclamait sa part, il y a pas autant qu'il l'a mangé, depuis 25 ans qu'il mange à notre table et couche dans mes draps. Et je te demande un peu comment marier Isabelle avec cet individu dans la famille. Pense à cet officier français, elle croyait déjà, elle brodait le filet du matin au soir parce qu'il lui disait « Oh, mademoiselle Isabelle, vous ne faites pas de filet, chez nous, toutes les jeunes filles. Pourquoi est-il parti, cet officier, sans crier gare ?» Et Benjamin, elle lisait tous les livres parus sur la mission de Bâle. Et Julien, oh, César, ma croix. Elle se mit à gémir si fortement que les villageois effrayés passèrent la tête à la fenêtre. « C'est la baronne, qu'est-ce qu'elle a ? Pourvu que nos vitres ne tombent pas, comme l'autre jour. »
L'étranger, buvant du mou sur la terrasse de l'auberge, s'étonnait qu'ils ne parussent pas entendre les coups sourds des vagues qui heurtaient les rochers et rejaillissaient sur les murs de Frédègue. À la corniche, qui courait sous les fenêtres du premier étage, il manquait ce soir-là une pierre. « Patiente, ma bonne, » essayait le bon Eugène. « Patiente, les vendanges sont terminées, il est sur son départ. Ce César, c'est ma croix. L'épée de Damoclès. Tout m'est égal après tout. Qu'il réclame sa part, qu'il se remarie, qu'il épouse la femme du tir de pipe, la nièce du conservateur, la fille de l'ingénieur, la servante d'auberge, ou celle après qui il court quand il s'en va les soirs d'été sur sa bicyclette et qu'il revient à l'aube. D'où? Le sais-tu? Mais non, monsieur ne s'occupe pas de son frère. Monsieur se prélasse sur la grève, aide les pêcheurs à tirer leurs filets, se fait encenser par ses vignerons parce qu'il leur donne à la vendange 2 litres au lieu d'1, et pendant ce temps, César. Et pourtant, quel coq en pâte! 6 mois ici, 6 mois là-bas, chez Adolphe et Mélanie, logé, nourri, éclairé, blanchi, ça part! Il faut beau voir qu'il la réclame. Et se curait vigoureusement les ongles de la main gauche avec l'annulaire de la main droite. « Oh, mon Dieu !» cria-t-elle soudain. La messagère et la gibaude inquiète se penchèrent à leur fenêtre. Mais pourtant, s'il la réclamait, ça part. Prendre une hypothèque sur le château. Voici les mauvaises années. Avec quoi payer les intérêts? Non, ajouta-t-elle d'une voix basse et rapide, je vois. Il s'installera ici avec une de ses filles. Et nous irons habiter l'étable à la place de ces pauvres rimes. Y a-t-il seulement pensé, cet égoïste, à ces pauvres rimes? Ou bien nous partirions sur les routes avec Isabelle, pas mariée, et Ulysse, pauvre Ulysse, et Abraham et son éternelle flûte. Mais bonne, nous n'en sommes pas là. Et où en sommes-nous donc, je te demande un peu? Elle se mit pesamment debout, laissa pendre le long de ses flancs ses fortes mains blanches d'emmurées. Ne te tourmente pas ainsi, ma bonne. Les vendanges sont terminées. Il est sur son départ. César, en effet, s'éloignait furtivement du lac couvert de fumée. Un pêcheur sortait derrière le promontoire et d'un coup de rame voguait déjà sur les hautes eaux. César, le nomade, dit Pi, s'assit pour respirer sur sa petite malle de domestique, entourée d'une corde, à ce tournant, d'où l'on aperçoit pour la dernière fois le lac couleur de fer. Les pierres bleues, roses ou vertes, qui, roulées par les vagues, perdaient peu à peu de leur poids et se transmuaient en fleurs des eaux, s'étaient fanées avec l'automne. Où sont mes frères? Ma sœur d'autrefois? Où sont les enfants? Dans mes rêves, je les rencontre. Ils se tiennent debout sur la grève, je leur parle, je touche leurs petites mains épaisses. Entre eux et nous, Zoé, qui feint d'être folle pour échapper à la pitié, Adolphe, les yeux fripés derrière son lorgnon, Eugène, ce grand visage rose barré d'une moustache poivre et sel, et moi, César. Il n'y a pas de ressemblance, pas de commune mesure. Or, ils ne sont pas morts, on le saurait. C'est donc qu'ils vivent quelque part, qu'ils m'attendent. Pas à la maison d'en haut, en tout cas, sur ce sol encombré d'herbes, d'arbres, de seigles, de pommes de terre, mais là, sur la terre nue des grèves, sur la terre nue des vignes, échapper un jour au regard attentif de madame, voguer avec les enfants retrouvés dans le silence de la terre, rencontrer les violettes jaunes, les cèpes transformés en fer. César se leva, le talus lui cacha le lac pour 6 mois. Mélanie, qui le guettait dans l'avenue de Sycomore, porta la main à ses seins houleux. « Oh, César, qu'est-il arrivé? Ce n'est pas vous, n'est-ce pas, qui avez fait tomber Abraham? J'ai dit au téléphone que ce n'était pas vrai, puisque vous étiez arrivé hier soir. Ils n'en sauront rien pour ce qu'on s'occupe de vous là-bas. » Il passa devant elle sans répondre.
Sa sœur Zoé mangeait la nourriture qu'on lui apportait au jardin et qu'on posait dans un journal. Elle ne pouvait supporter ni le chiffre 3, ni le mot si. Adolphe apparut sur le seuil, il essuyait son lorgnon à l'angle de son gilet. « Comment, César? Tu es là ?»« Depuis hier soir, dit promptement Mélanie. Il est allé au bois tôt ce matin, c'est pourquoi tu ne l'as pas vu. » Voilà un mensonge bien inutile, pauvre Mélanie, prête à mourir pour César. Abraham était si léger qu'il ne se fit que quelques égratignures en tombant de la corniche, et César, du reste, avait regretté aussitôt cette pierre enlevée. « Reviens, reviens, Abraham » criait-il à son neveu de la fenêtre de la tour. Il faut dire, pour l'excuser, que ce soir-là, Madame avait fait sa gorgone encore plus que d'habitude. Elle examina César très attentivement, pareil à ces étoiles qui posent sur vous les nuits d'été leurs regards convergents, si bien que soudain les villageois effrayés joignent et élèvent leurs mains vers le ciel, puis, sans quitter César des yeux, elle fit une allusion aux mulets qui ne peuvent pas avoir d'enfants. On vit à certains signes qu'elle allait se mettre à rire et dévoiler ses dents jaunes de scaphandrier. Mulet, vraiment. Voilà pourquoi César le nomade, le dit Pie, essaya de tuer son neveu Abraham. Avant que le jour suivant se levât, il s'engagea sur la corniche, le chemin de pierre qui bornait le monde des enfants et sur quoi autrefois s'appuyait leur ciel. Il passa avec précaution, collé au mur, devant les 15 fenêtres. Si Madame, à ce moment, s'éveillait, mais non, on l'entendait ronfler. S'ils avaient bien écouté, ils l'auraient entendu ronfler dans le fiacre quand un vieillard, autrefois, marchait à côté d'elle dans le brouillard. Qu'elle s'éveillât, elle ouvrirait ses volets, lancerait César dans le vide. Fini le retour du berger, du voyageur, de l'étranger hostile, du renard sans tanière, ses cheveux carottes cousus un par un à une rondelle de feutre. Quelle croix de le voir revenir à Frédègue vers la mi-mars, quand les osiers rougissent autour des ruisseaux et que la terre nue des vignes est couleur d'aurore. D'un coup, il serait précipité sur les rochers, à 6 mètres au-dessous des fenêtres. Mais Madame dormait, et César put longer l'étroite corniche. La muraille était inclinée en arrière à cause des vagues anciennes, et Dieu sait quel coquillage remplissait la chambre derrière la fenêtre peinte. Les pêcheurs, déjà hauts sur le lac, à peine apparus derrière le promontoire, laissaient passer les vents. Silencieuse au contraire, Frédègue n'a plus qu'une tour, mais celle qui est détruite, on entend frémir quand souffle la d'air et les pêcheurs apportent encore les vases lacustres qu'ils traînent dans leur filet. Juste au tournant de la muraille, une pierre de la corniche branlait. César l'ôta. Elle fit du bruit en tombant dans l'eau. « Viens, Abraham, dit-il quelques heures plus tard, viens, tu vois, quand nous étions petits, nous suivions la corniche jusqu'à la fenêtre peinte. Qu'un maçon, suspendu entre le ciel et l'eau, dessina avec un soin extrême. Ah, s'il l'avait laissée ouverte, que les enfants puissent voir à l'intérieur la commode en mahogany et sur la table ronde le panier à ouvrage. Viens, Abraham, tu passeras devant moi, enjambe le rebord. Abraham prit le chemin de pierre. Il portait à son oreille une coquille grise du lac, rêveusement striée de brun et nacrée à l'intérieur. « Reviens, reviens, Abraham !» cria tout à coup César. S'il n'avait pas tenu cette coquille, il aurait pu, à l'angle de la tour, reprendre son équilibre, là où manque soudain, ce mercredi soir, une pierre. Abraham est tombé. De la tour? Non, pas de la tour, de la corniche, c'est César. Ulysse, croyant qu'il pouvait désormais prendre la chambre de son frère mort, y porta son encrier de marbre noir. Au moment qu'Abraham, ressuscité, balaya de sa main transparente l'encrier d'Ulysse,
et que le pauvre infirme déçu dut regagner sa chambre pleine d'une ombre verte où il vivait comme un arbre tordu, arriva celui qui devait être le dernier prétendant d'Isabelle, l'Uranet. Sur son crâne poussait la loupe des quinquagénaires, 11 frères et sœurs. Levé des 4 heures pour faucher, chacun 5 vaches à traire avant de partir pour l'école. Le dimanche, une chemise empesée et un habit de fin drap noir. Ils se promènent en compagnie de leur vieux père, un anneau d'or à l'oreille, qui marche comme un casse-noisette et porte sous le bras un parapluie de coton bleu et une épée. L'Angélus sonne sur le vieux pays, l'escalier de géant que le Raeus descend en bondissant. La mère prie à haute voix la cuisine, en même temps que le valet à l'écurie et les hommes au champ. Elle pousse du petit doigt de sa main mouillée sur la table épaisse creusée de trous pour y verser la soupe, la lettre de la fille, mariée à New York, qui ne sort qu'en voiture, avec un grand boa de plumes grises. Le père vient de rentrer, le père, vieux de presque 100 ans. Il appelle le valet pour dételer les 4 chevaux, trop dur ce métier. Des 11 enfants, seule Anna était restée au pays. Le père les conduisait l'un après l'autre jusqu'à la borne de ses champs et les chassait en le prenant aux épaules. « Je suis fatigué, dit-il. » Il appela Anna, grande et large comme une porte, et réclama un verre de kirsch. « Anna, l'heure est venue, je vais mourir. » Elle jeta un tablier sur sa tête et courut chercher le prêtre. Une demi-heure après, le père était mort. Régula vint de Varsovie. Le fils d'Angleterre embarqua en toute hâte. Il aida à porter le cercueil. Ses bretelles étaient mauves à dessin ton sur ton. Il voyait à côté d'eux le jeune mort d'autrefois, l'enfant de 13 ans, tué par les chevaux sur la colline. Il se tenait debout, sa petite poitrine couverte de terre, ses mains épaisses, gercées par les premiers froids. Ce fut donc un crêpe à son chapeau, les pouces aux entournures du gilet, que l'Uranet arriva au château pour traiter une vente de vin. Il avait un large visage, plus large qu'il ne le croyait lui-même. Il était sur la plateforme d'un tramway à Zurich, hein? Il ponctuait ses phrases de hein, remettant sans cesse en question l'existence du dentiste, de sa sœur Naphtali. Était-ce bien ainsi que j'étais sur la plateforme, que mon père était mort, que ma sœur Naphtali, sentant le camphre et le poivre, rentrait à Varsovie dans le wagon plombé où on renvoyait les Juifs, hein? Il voulut céder sa place à une dame habillée de brun qui portait un filet violet et sortait de chez le dentiste. Il pleuvait, l'asphalte reprenait sa couleur noire du milieu du globe, terre, terre, le tramway fit un écart brusque en patinant sur les rails mouillés, et j'ai été jeté sur le sol, je me suis cassé 2 côtes. La dame poussa un cri parfumé au clou de girofle. « Voulez-vous, lui dit le docteur pressé, un périscope sur le front, qu'il braquait à droite, à gauche sur la misère humaine. Pouvez-vous supporter un bandage éclair? Un matin à la clinique et c'était tout. Bien sûr que dormir avec ce maillot de caoutchouc, c'était impossible. Mais qu'aurait-il fait 10 jours dans son lit, maintenant que c'était la guerre, qu'il ne pouvait plus désormais acheter que du vin du lac et le revendre très cher à l'extrême frontière, en Appenzell. Le comte italien, lui non plus, n'avait pas pu dormir dans cette même chambre. Le comte, nul ne le voyait jamais. On lui apportait le pain, personne ne bougeait à l'intérieur de l'appartement, puis la porte s'entrouvrait à peine, une main prenait le pain, le lait. Il ne pouvait dormir. Il regardait ses papiers entassés le long des parois et de temps en temps les fourrageait distraitement avec sa canne de jade à dragon d'or. Puis il se mettait à sa fenêtre, écartait le lourd rideau vénitien qu'autrefois maintenaient des anges de stuc et aujourd'hui des clous de tapissier et des épingles de nourrice, et croyait voir en face, de l'autre côté du lac, descendant des montagnes, tâtonnant pour trouver à l'aube la rampe absente d'un escalier en ruine, puis se tenant debout dans des barques qui portaient encore la croix de Savoie, s'avancer vers lui, ses persécuteurs. Il lisait quelquefois plein d'espoir sur un fragment de journal qui enveloppait sa viande qu'un des supérieurs tout-puissants
qui jouait présentement avec les hommes comme naguère les dieux, les fées et les jésuites menaçant camper le long des frontières, mourait d'un cancer à la gorge au fond de son château bâti dans les nuées. 2 jumeaux parvinrent jusqu'au village, s'appuyèrent au mur sous les platanes et regardèrent fixement les fenêtres du comte. Parfois, ils traversaient les rues aux maisons inclinées à cause des anciennes vagues. Ils revenaient, sans échanger une parole, et s'adossaient au mur et regardaient les fenêtres du comte. Il restait assis à sa table, si immobile que des moineaux enhardis se perchaient dans les plis de son vaste gilet blanc et picoraient les miettes. Il n'osait pas se lever. Comment faire croire aux jumeaux que ce n'était que son valet, ce visage orné de favoris jaunes et surmonté d'un canotier connu de toute l'Europe quand il parcourait la côte d'Azur dans sa voiture à âne? Il essaya d'élever en l'air un balai coiffé de son canotier. Il fut aussitôt transpercé d'une balle qui alla trouer le portrait de la comtesse Clotilde, qu'Isabelle n'avait heureusement jamais vue. Elle pouvait continuer à croire que c'était elle que le comte aimait pour elle, qu'il se cachait au premier étage du château-hôtel et qu'il se balançait dans le rocking chair en velours rouge qu'il hérita du roi de Naples. Les jumeaux guettèrent le comte 3 jours. Les bouts de cigarettes s'accumulèrent sur le mur où pousse le capillaire, ce mur que César ne longeait qu'en détournant la tête. Le comte finit par descendre, ouvrit la porte imitée d'un château fort, se livra. Madame, qui de la tour explorait le ciel, vit passer le trio silencieux. Elle cherchait l'oiseau qui parfois descendait des montagnes, planait un instant au-dessus du lac et entourait de vastes cercles la tour. Comme les animaux même, murmurait-elle. Isabelle, au sourire relevé, musait aussi à la fenêtre de sa chambre et regardait partir le comte, coiffé de son canotier. Il m'aurait bien voulu, il regardait toujours de ce côté. Luranais, qui occupait maintenant la chambre du comte, ne pouvait pas dormir à cause de ce sacré bandage, mais qu'aurait-il fait, je vous le demande un peu, 10 jours en clinique au temps de la vendange? Et le père, qui labourait encore à 90 ans passés. Luranais sortit un canif et se cura les ongles. Sa sœur, grande et large comme une porte, que le père avait menée en la tenant aux épaules jusqu'à la borne de ses champs, et l'arpenta le navire en le faisant pencher vers l'eau. Et maintenant, elle possédait chevaux, voitures, 12 petites cuillères à café en vermeil. Isabelle écoutait ses récits et piquait au hasard dans son réseau de filets l'aiguille sans pointe. « Oh, vous ne faites pas de filet, mademoiselle Isabelle ?» avait demandé d'un air étonné l'officier français interné, une petite moustache brune, un grain de beauté sur la joue gauche, au bas de la tunique bleue trop courte paraissait un joli derrière pointu. « Toutes les jeunes filles en France, ma mère. C'est pourquoi Luranais, pénétrant dans la maison, dut écarter de sa large main les filets suspendus aux fenêtres, aux portes et autour des lampes. Madame entra, sans mot dire, et passa sur le balcon, où elle se tint immobile. Elle défilait sur la toile de fond des vagues, en même temps que la terre s'inclinait vers l'Orient. De sa pèlerine de peluche noire venait un courant d'air froid. Elle levait son large visage vers le ciel, où traînaient les lueurs feintes de l'équinoxe. Abraham se penchait à la fenêtre de la tour. Ulysse, le tordu, errait dans les corridors, serrant sur son sein de son pauvre bras décru un encrier de marbre noir. Enfin, Madame se retourna. Et Luranais, malgré tout son courage, ne put s'empêcher de frémir. Chaque mouvement lui faisait mal, hein? Mais pouvait-il rester dans la clinique et manquer la vendange? Le vigneron dansait lourdement sur le sol battu, 2 dahlias piquées dans sa casquette de cuir noir, pendant que Luranais quittait le château. Sa vente de vin conclue. Il se retourna près des piliers de l'entrée. Isabelle lui fit un signe d'adieu et remonta au salon en murmurant « Il aurait bien voulu m'avoir, c'est moi qui n'ai pas voulu. » Quand un homme vous dit « Chez nous, on a des poils, hein? Oh, c'est confortable », c'est qu'il faudrait vous avoir. Autrefois,
expliquait madame aux prétendants suivants, le Benjamin, qui leur faisait sa première visite d'élève missionnaire et qui portait sous le bras un livre de conversation noire qu'il cherchait à vendre pour les longues soirées d'hiver. Autrefois, nous donnions des balles d'enfants avec lanterne vénitienne pour Isabelle, Abraham et Ulysse, pauvre Ulysse. Benjamin admirait avec crainte madame, qui, toute heureuse au souvenir de ces lanternes, masquait ses yeux royaux d'un lorgnon suspendu à un opulent ruban de moire. C'était un vague cousin, ce Benjamin, remué de germain, et si frêle et si petit qu'il ne faisait pas plier la branche de l'arbre généalogique quand prolifère cet arbre sans feuilles et qu'au-dessus des êtres ronds posés sur les branches chantent de leur terrible bouche ouverte en carré, chantent les étoiles du matin. Le père de Benjamin, sa femme souffrit toute sa vie, pinçant ses lèvres de pain bêche parce qu'il venait se raser à la cuisine. Il était procureur et prêtait à la petite semaine. Benjamin cherchait dans le terrain vague qui jouxte leur jardin des casseroles pour en faire des tam-tams. « Missionnaire, je te déshériterai » criait le procureur juré, le visage couleur de framboise en frappant sur la table. Benjamin, élève missionnaire, reprenait aux oiseaux du ciel les miettes qu'il leur avait jetées. Un grand toit en face de sa fenêtre cachait un astre derrière ses ardoises. Un feu jaillissait une demi-heure par jour le long du faîte. Une haute vierge étendait vers lui ses bras encheminés. Quand il partit pour l'Afrique, Elisa, la missionnaire, penchée en avant, arpentait le pont du navire, sa jupe noire pendant par endroits. Ils arrivèrent au Mescacébé. Une négresse portait pour tout vêtement une plume d'autruche fixée à la taille. L'eau boueuse de lacs immenses se soulevait sous le dos d'animaux inconnus. 2 ans. Et Benjamin, revenu en Europe, parvint jusqu'à Fredegg, sous le bras un gros livre de conversation noire qu'il essayait de vendre pour les longues soirées d'hiver. « Si on veut bien me garder, dit-il en riant, mais madame ne rit pas et le regarda fixement. Si on voulait bien me garder, je resterai quelque temps à Fredegg, enfin, dans le pays. Oh, j'ai là-bas, en Afrique, un champ d'activité bien achalandé. Je viens de chez ma belle-sœur, la femme du banquier. Comme elle élève ses enfants. Il frémit au souvenir des fauteuils en faux Louis XIII sous lesquels les enfants se réfugiaient pour échapper à la cravache de leur mère. Hélas, Benjamin s'aperçut qu'il était tombé de Caribe en Scylla. Car le soir, à Fredegg, après les travaux de la journée, madame s'asseyait sur le canapé de velours rouge, les yeux encore abrités derrière le lorgnon maintenu par le ruban de moire qui barrait sa rude poitrine. Après avoir passé son aiguille à tricoter dans les constructions de neige qui surmontaient sa tête, elle ôtait son lorgnon, l'essuyait, et, levant ses yeux royaux, choisissait quelqu'un à regarder fixement. Ce soir-là, ce fut Benjamin. Il saisit son balancier, frotta ses petits pieds sur la craie, s'avança le long de la corde raide, en vain. « Oui, ajouta-t-il d'une voix étouffée, oui, j'ai un autre frère que le banquier, un gendarme, oui. » Et il tomba de la corde. Madame continua à regarder fixement ce tas misérable. On entendait sur la place du village les saltimbanques frapper de leurs cymbales. Le Benjamin ramassa les petites affaires et s'en alla pour mourir quelque temps plus tard dans la forêt vierge. « Tu vois » criait-elle, « tu vois ?» « C'est la baronne qui crie » murmuraient les villageois effrayés. « C'est la baronne, qu'est-ce qu'elle a ?»« Tu vois, le Benjamin, il est parti sans rien dire, c'est à cause de César. Comment jamais marier Isabelle avec cet être dans la famille ?» Et Julien, ma bonne, j'ai toujours pensé, Julien, c'est vrai que je l'invitais à ces bals que je donnais dans les jardins aux enfants du village, ces lanternes vénitiennes.
Elle ne put s'empêcher de sourire au souvenir de ses lanternes, et on aperçut un instant ses dents de scaphandrier. « Eh bien, reprit Eugène un peu rassuré, tu vois, ma bonne, ce Julien, pourquoi n'épouserait-il pas Isabelle? Il était ici hier soir. Mais tu n'as rien compris, mais tu es... » Elle s'étranglait de rage. « Il part tout l'été, précepteur chez ses fabricants. Il part, tu entends? Mais réponds au lieu de regarder par la fenêtre. » Eugène se taisait, regardait le lac criblé de pluie, de nouveau la pluie sur les vignes. Il pouvait continuer à se taire, d'après son expérience, elle n'en viendrait pas au coup. En effet, tout en se curant vigoureusement les ongles, elle se mit à parler d'hygiène. Quel médecin j'aurais fait! Ces nouvelles découvertes, j'aurais pu diriger, organiser, mettre la main à la pâte, tandis qu'ici. Elle regardait fixement les murs boisés de gris, le poêle de faïence blanc et or, le dos obstiné d'Eugène, et par l'autre fenêtre, le lac, ses jardins gris suspendus. Benjamin, terrifié, partit sur ses petits pieds frottés de craie. Il se fiança avec Élisa, la missionnaire. Une écharpe violette cachait son goitre. Elle était tombée d'une fenêtre à 5 ans et son bras gauche, creusé au-dessus du coude, resta fixé à son corps. « Il m'aurait bien voulu, Benjamin, pensait Isabelle, en souriant de sa lèvre trop courte. Quand un homme vous apporte sa thèse de théologie, c'est moi qui n'ai pas voulu. » Une boîte à timbre creusée dans une écorce, les coquillages qui là-bas servent de mailles, furent les alluvions laissées par Benjamin. Qui d'ailleurs ne s'appelait plus Benjamin, mais Dogodela, la petite rivière. C'est ainsi que le baptisa un nègre qui, dans la case voisine de la sienne, écrivait à ses amis sur une carte de visite grande comme une feuille de palmier: « Depuis aujourd'hui, je ne m'appellerai plus Dogodela, mais Huro d'Anal. » Et il baptisa le petit missionnaire Dogodela, car rien ne se perd, rien ne se crée, disait en 1910 le professeur qui ressemblait à Anatole France. Rien ne se perd. Pas même les noms des jeunes mortes qui tombent lentement à terre, comme les volants d'autrefois, leurs plumes roses plantées dans un socle de velours et de cire, maintenues par la petite sous-tache dorée qu'elle reclouait minutieusement avant de le relancer dans nos mains enfantines. Le Dogodela partit porter des remèdes à une négresse malade, l'air d'une noyée, avec sa peau grise de peur et son ventre enflé. Il extirpa de sa petite cuisse une tique avant de pénétrer dans la forêt. Les grands visages des arbres, leurs membres entrelacés, l'accueillirent et se refermèrent sur lui. Il eut beau semer des miettes, le tigre les mangea à mesure, on ne le revit jamais. Sa femme, grande et timide, agitait en vain à la porte de leur case l'écharpe violette qui d'habitude dissimulait son goitre. Une bête écailleuse dressa son dos dans le lac de boue et causa de hautes vagues en l'absence de vent. Pauvre petite rivière. Du reste, d'autres prétendants allaient arriver pour Isabelle. Madame consentirait-elle à masquer ses yeux royaux au moyen du lorgnon suspendu à son opulente poitrine? Pendant ce temps, César le nomade, le dipi, quittait Frédègue, y revenait, marquant les équinoxes. Les trois cousines, handicapées du reste par leurs pantalons de rude toile serrés sur le genou dans une guipure au crochet, se livraient une course à la mort. Bientôt, murmurait Madame with gusto, un cadavre chez les voisins. Le village, le soir, avait sa réplique phosphorescente dans le ciel. Une main fixait arbitrairement les limites du lac. Les deux bêtes sauvages, la rive et l'eau, se léchaient et trottaient l'une à côté de l'autre. César retrouvait à chaque printemps la terre nue des vignes. Terre, terre, criait-il, assis sur sa petite corbeille de domestique. Quant au prétendant suivant, le Julien, on voyait encore dans sa joue molle la trace du doigt du Créateur.
Mon jeune ami, m'avait dit le pasteur de sa voix sifflant entre ses dents usées par les bonnes paroles, vous serez très bien, vous verrez, toute l'attitude vous sera laissée pour vos études, 2 jeunes filles à préparer en vue de vagues examens et l'une a besoin d'être ménagée beaucoup. Julien partit, vêtu de noir, un col très haut cassé aux pointes blessait son cou bleu, monsieur le reçut dans un cabinet de travail grand comme l'Europe. Au mur se pressaient toutes sortes d'objets, d'animaux, des vaches, des pommes, un bougeoir, un faillement de nappe. Monsieur vissait son monocle dans l'œil, ses cheveux noirs et rares laissaient apparaître la peau de son crâne. Il feuilletait en léchant son index le mime batil qu'il venait de recevoir. « Bonjour, bonjour », dit-il à Julien en lui tendant 2 doigts. Un village de poules s'élevait sur la colline, monsieur fabriquait un cordial aux œufs. Sa femme appela les invités en frappant dans ses mains. « Bon appétit, monsieur, dame », dit-elle en s'asseyant. Une de ces belles grandes créatures qui naissent au début de chaque siècle, placée vis-à-vis de Julien, portée comme ceinture, une laisse de chien clouté d'acier. « Je crains, dit la mère à propos de Petit Pois, qu'il n'y ait cet été, punérie de légumes. » Mais était-ce vraiment la faute de la maîtresse qu'autrefois Émile, l'enfant de commune, ait annonné punérie et qu'elle ne l'ait pas corrigé? Un merle chantait sur le platane, les branches du tilleul de grise devenaient rouges, elle aimait en secret le fils au syndic, et si l'Émile lut punérie, c'est qu'il était demeuré, qu'il s'avançait vers le pupitre de sa démarche saccadée, une reprise au derrière, un pantalon effrangé lui venant à mi-jambe, un peu de salive au coin de sa bouche violette, demeuré au fond des profondes demeures de l'enfance. Elle s'en moquait de l'Émile, les filles déjà convexes, qui se promenaient en grande bande, balancées par le vent. Les longs cheveux de l'une se prenaient dans le trognon de pomme de l'autre. Émile épela punérie et la maîtresse n'entendit rien. Un pied en avant, les mains croisées derrière le dos, des mèches poussiéreuses sur la nuque. Elle regardait par la fenêtre les platanes immobiles et les peupliers qui traînaient leurs jeunes chevelures rousses dans le vent de mars. Des brins de paille s'envolaient soudain et piquaient des têtes dans l'air. Elle ne corrigea pas punérie, mais tapa sur son pupitre et fit chanter « Joli mais, joli mais ». Clotilde, désormais sourde sur ce point, répéta punérie jusqu'à son dernier jour. « Bonjour, bonjour », disait gracieusement le financier quand il rencontrait le petit précepteur dans les corridors du Castel. « Bonjour, bonjour », lança-t-il avec un peu d'impatience et sur un ton interrogateur un matin que ce petit précepteur se tenait debout, assis sur ses reins, au milieu du cabinet de travail grand comme l'Europe. Que lui voulait-il donc? Le financier, nu sous sa robe de chambre, feuilletait en léchant son doigt la somme de Thomas d'Aquin, posée sur un haut lutrin de chêne. Le soleil passait rouge et bleu à travers les fenêtres, et quelques vitres transparentes portaient les imperceptibles graffitis des prisonniers. Les hêtres et les acajou étouffés criaient sous les juponnages de reps rouges à pompons. Une immense photographie du grand-père ne tenait dans ses vieilles mains oisives aucun des attributs du boulanger. « Monsieur, disait Julien assis sur ses reins, que désirez-vous, mon jeune ami? Il faut, monsieur, que je vous fasse mes adieux. Mais comment? Vous deviez rester tout l'été. Ah, que c'est ennuyeux. Ah, que c'est ennuyant. Un deuil? Quelqu'un de malade? Monsieur, c'est que je suis forcé de partir. Forcé de partir? Mais comment? Il m'est impossible de rester. Je suis déjà resté trop longtemps. L'arrosoir heurta une bêche. James passait la tondeuse. Les frais cheveux du gazon sautaient et s'éparpillaient dans l'air tiède. Julien, entendant le bruit du jet d'eau, écarta vivement la pensée d'Isabelle. Oh, ne pourrait-il pas partir, cet agonisant petit précepteur, lui qui avait terminé avant déjeuner la somme de Thomas d'Aquin? Trop longtemps pour mon repos, continuait Julien transpirant, les pointes du col meurtrissaient la chair bleue de son cou. Voilà, c'est que j'aime mademoiselle votre fille. Oh, que c'est désagréable, Et laquelle des deux, s'il vous plaît? Hélas, Eugénie était trop belle, c'était pauvre petite Mathilde qu'il s'agissait d'épouser. Le père s'avança pour le saisir furieusement à l'épaule. «
sentit la chair blanche et molle sous le vêtement noir et recula, privé de force. Il le pria de sortir et de faire ses malles. Eh bien, le jeune homme, dit le père en s'asseyant sur la chaise tapissée de verdure, votre jeune homme, il s'en va, il ne peut pas rester. La raison, vous ne la devinerez jamais. Et d'abord, toi, où en es-tu de tes études? Au Pharaon? Mais alors pourquoi est-ce qu'il ne te fait pas lire Thaïs? Français, quel génie! Oh, si les gens d'ici le lisaient! Un jour qu'il marchait entre ses poulaillers, il entendit un enfant crier « Attends voir !»« Voir quoi, petit ?» L'enfant marchait pieds nus dans la boue, sa mère veuve était journalière, il leur envoya un petit livre « Dites, ne dites pas ». Dites un chanteau de Tartre à la prune d'Agen. Il l'empaqueta avec soin, les angles vifs, se souvenant du temps où, valet de l'herboriste, il empaquetait les tisanes, lissant le papier, le nouant avec la ficelle qui tournait dans sa boîte. Ses vêtements sentaient le mélilot. L'herboriste, ami des princes, envoyait au-delà des mers les paquets récoltés dans le pays d'Idumée. Les habitants, curés en tête, le recevaient une fois l'an. Les enfants couraient le long du cortège dans les flaques où ils dérangeaient la salamandre, pressés de partir pour le mariage princier, mais hélas, le cortège entier disparut dans une grille en trompe-l'œil, et lui, le jeune valet, laissé dans la boutique, passait de la salle de la camomille dans celle de la centaurée, puis de la sauge, et traçait sur la vitre peinte en bleu à cause des tisanes, avec les ciseaux du maître, les graffitis des prisonniers. C'est à Anatole France, quel beau français, voilà un génie. Il contemplait ses petites mains potelées posées sur le rebord de la table. Mais, Daddy... Ah oui, j'oubliais, ce petit précepteur. La raison de son départ, vous ne la devineriez jamais, c'est qu'il aime. Il aime l'une de vous. Pauvre petite Mathilde porta la main à son cœur et essaya de relever son visage en forme de pelle carrée où les boutons se déplaçaient chaque jour comme les étoiles. Eugénie se mit à rire. Les doubles mentons de la mère s'appuyaient sur sa poitrine violemment remontée par le corset qui comprimait ses seins et ne les laissait retomber que le soir. Le corset, fatigué, reposait alors sur une chaise en reps vert, traversée d'une bande de tapisserie qui venait de la grand-mère lessiveuse, qui portait pensivement sa bouche humide de sa main fripée au bout d'un bras de velours blanc, un morceau de melon piqué à la pointe du couteau. Il m'a dit qu'il aimait, je vous demande un peu. Mais Daddy, dit la belle Eugénie, je vous assure que je ne l'ai jamais encouragé. Jamais. Oh, je voyais bien. Elle levait la main, elle faisait doucement non de la tête. Mais il s'agit de Mathilde, cria-t-il enfin. Eugénie se leva et s'enfuit, écartant la grande tapisserie qu'ils avaient suspendue sans crainte devant la chambre aux provisions et qui jouait à la main chaude avec ses mains en feuilles. Le père emmena Mathilde dans son cabinet de travail, fit craquer un cigare, tapa à petits coups son veston de velours d'où sortait déjà de la poussière. Le plafond à caissons dorés descendait imperceptiblement vers sa tête rose et noire. « Quoi, tu l'aimes? Mais tu veux rire, ma fille? Regarde, tout cela est à toi. » Il ouvrit les vitraux, montra les collines couvertes des habitations des poules, pareilles à des séries d'armoires sur pilotis. Les poules se promenaient par bandes. Seule la Fanchon se détachait, et rêveuse picorait des choses invisibles dans la terre fraîchement remuée, qui attendait un mort par minute, et qui allait être frustrée d'Abraham, qui tombe de la corniche à cet instant même. Mais il pèse si peu que jeté par César qui, la veille, la messagère le vit, enleva une pierre sur la fenêtre peinte, il remonte aussitôt, il est ramené vers les hommes, comme le cerceau enchanté qu'Armand lançait sur la terrasse et qui revenait tout seul vers les enfants. Voilà.
ne sais pas s'il faut parler après ça, c'est un peu... Si, bien sûr. On voudrait laisser... Voilà. Juste une première question. Au fond, quand on s'est vu pour savoir si vous étiez d'accord de vous lancer dans cette, oui. Dans cette folie de lire Catherine Colomb, oui. Vous étiez très hésitant et je voudrais savoir au fond ce qui vous est apparu comme le plus problématique, le plus difficile en le lisant mentalement, enfin, d'abord, et puis ce qui s'est passé en le travaillant avec la voix, et est-ce que ça a changé quelque chose de l'oraliser, voilà, par rapport à une première lecture qui vous a effrayé, séduit et effrayé? Alors séduit, oui, bien sûr, mais effrayé parce que encore une fois, moi je parle d'un point de vue qui est très particulier, qui est celui du comédien, c'est-à-dire que c'est un point de vue qui est... moi j'ai besoin de sentir quelque chose, j'ai besoin d'avoir un point de vue instinctif sur cette chose-là, et je ne comprenais pas comment rentrer, je ne comprenais pas où était la logique interne qui pouvait relier toutes ces choses qui partent dans tous les sens. Dans un premier temps, je ne l'ai vraiment pas compris. Et puis ensuite, lorsqu'on a parlé ensemble comme ça, j'ai posé 2-3 questions un peu bizarres, comme par exemple, personne ne peut le savoir probablement, mais en fait, pour qui écrivait-elle? Parce qu'on écrit toujours pour quelqu'un. Et elle m'avait dit pour sa mère morte lorsqu'elle avait 5 ans. D'après vous, comme ça? C'était une subjectivité qui parlait à une autre subjectivité, c'était pas, ça n'avait rien à voir avec oui, ni de l'académique, ni d'autre chose. Et puis je me suis aperçu que c'était probablement, et à partir de ce moment-là, j'ai pu lire en sachant ça. C'est-à-dire qu'au fond, il y a cette douleur. Et donc à partir de ce moment-là, donc là j'ai essayé de la montrer lorsqu'elle apparaît comme ça, de manière un peu fantasmatique, comme une chose, c'est-à-dire que tout ramène à cette douleur et tout repart de cette douleur. Et donc à partir de ce moment-là, dès que j'ai compris ça, alors le rythme, j'ai commencé à le comprendre petit à petit. Et puis voilà, ensuite l'étape d'après serait, il faudrait l'apprendre, mais ça serait encore une autre chose. Hein. Je l'ai fait pour Proust, ça va. On va le laisser là, hein. C'est bien. C'est dommage, il faudrait y aller. C'est extraordinaire. Parce qu'en fait, à la fois l'humour, vous l'avez entendu, oui. Sort comme une... Enfin, il nous apparaît à la lecture, mais là, il est irrésistible. Et à la fois, les moments de douleur et d'une beauté déchirante sont encore plus audibles parce qu'il y a une espèce de rupture telle entre des moments d'humour, des moments réalistes, ou des moments comiques, ou des moments burlesques, et ça, que, au fond, on entend beaucoup mieux encore la douleur monter ou le rire. C'est-à-dire qu'en fait, l'oralisation de ce texte le révèle comme ayant une théâtralité et par contraste aussi, qui est tout à fait extraordinaire, et qui est encore plus sensible, évidemment, quand on l'entend. Il faudrait que je l'y mette, c'est ça? Continuez, voilà. Oh non. Proust, Johannes von Teppel, et là, vous non. avez réussi ce miracle de faire lire Proust à tous les gens qui croyaient qu'ils ne pouvaient pas le lire, parce que le texte leur avait échappé, ils n'arrivaient pas à entrer. Et effectivement, là, j'ai l'impression qu'il se passe le même phénomène, c'est-à-dire que ce qui nous apparaît comme fragmenté, peut-être ce fil qui manque à certains lecteurs, apparaît par les contrastes, enfin par les alternances de tragique, de douleur, de rire, et c'est la vie qui surgit en fait. C'est très étonnant parce que c'est venu. C'est-à-dire que je ne comprenais pas, et puis bon, on a ces discussions. Puis après, je l'ai lu pratiquement une fois par jour. Et pour que petit à petit se dégage quelque chose, monte, hors toute décision, hors tout volontaire. Comment on passe de l'un à l'autre? Comment ça monte? Comment c'est possible? Et petit à petit,
oui, il y a quelque chose de je comprends, je prendre avec, oui, je comprends vraiment pourquoi elle passe de l'un à l'autre. Sur certains passages, sur d'autres pas du tout. Mais sur certains passages, oui. Et je sais aussi, et ça c'est Rousseau qui me l'a appris, que lorsque celui qui parle sait où il va, alors ceux qui l'entendent savent aussi. Je sais qu'à ce moment... Oui. Ça, c'est Rousseau qui me l'a appris. J'avais à dire un texte de Rousseau. Et le metteur en scène, qui était très lettré, je vais vers lui, je dis, là, il y a une phrase entière, je ne comprends pas. Ça ne veut rien dire. Et on regarde ensemble, et effectivement, ça ne veut rien dire. Ça part comme ça va ici, ça va là, ça va par là, ça ne veut rien dire. Je vais voir des gens qui ont fait beaucoup plus d'études que moi, pas très difficile, et donc je leur pose la question, qui me disent effectivement, il est mal foutu, on ne comprend pas. Et avant de couper, parce que le metteur en scène me proposait de couper, j'ai dit ce texte pendant une après-midi entière, cette phrase pendant une après-midi entière, en essayant de trouver le truc. Et puis une fois, un sens vague est apparu, puis il s'est vraiment imposé. Et à ce moment-là, je suis allé vers le metteur en scène, je lui ai dit, voilà, on pourrait le dire comme ça et ça donnerait ce sens-là. Il m'a dit, ouais, c'est compliqué, mais on peut le faire. C'était dans le cadre de la fête des vignerons, et ça se passait encore après le spectacle, donc à 22h, la fête, après 22h, 23h, la fête des vignerons, lorsque je croisais certains copains vignerons, et que je leur posais des questions sur Rousseau, sur une phrase, sur savoir sur Rousseau. Disons que si ça avait été un tant soit peu compliqué, ils me l'auraient dit. Et pour eux, c'était parfaitement clair. C'était parfaitement clair, et ils me donnaient le sens exact. C'était juste une question de phrasé. C'est une question de phrasé, et puis si le comédien à l'intérieur de soi et sait exactement ce qu'il dit et est relié à ses images à lui par rapport à ça, alors ceux qui l'écoutent peuvent l'entendre. Et c'est là où j'ai vraiment compris. Ça m'a permis pour Proust et ça m'a permis aussi pour celui-là. Alors là, je suis au tout début de ça, mais c'est cette même chose. Et petit à petit, il y a cette chose qui se passe qui est... dont il faut avancer avec beaucoup de précaution, parce que je ne peux pas parler de ses morts à elle si je ne convoque pas mes morts à moi. Mais si je convoque trop mes morts à moi, je ne parle plus d'elle. Et je prends la place. Et c'est faux. Et donc, il faut s'engager en s'en méfiant. Des fois, on se méfie trop, et on reste comme ça, parce qu'on peut faire ça. Et on peut faire une chose très propre, très calme, comme ça, avec une petite chose un peu mélancolique et un peu posée devant. Mais si on veut entrer dedans, essayer d'aller vers la viande, vers l'incarné, un tout petit peu, alors il faut s'amener, mais pas trop, pour pas déborder. Puis chaque soir, on essaye de faire, voilà. Donc ça passe par le corps, c'est nécessairement ça. Ouais. Et par une subjectivité. Non, ça passe par la subjectivité. Ouais. Mais à partir du moment où, pour moi, ça passe par le corps, oui. Ouais. Ouais. Et elle, alors, en fait, où est la difficulté des ruptures? Est-ce que c'est à un niveau de fantasmatique, d'imaginaire? Est-ce que c'est qu'il y a une rupture de ton telle qu'on est en quelque sorte chaque fois en bascule? Où est l'extrême difficulté particulière? La difficulté particulière, c'est... Je vais dire une chose un peu bizarre, mais ça fait rien. En travaillant Proust, très rapidement, je me suis dit que cet écrivain devait dire son texte. J'étais certain de ça. Je suis certain de ça. Parce que c'est fait pour être dit. Là, je sais qu'elle ne le lisait pas. J'en sais rien. C'est comme ça. Mais pour moi, elle ne le lisait pas à voix haute. C'est dedans. Ouais. Et ça, c'est là qu'il y a une difficulté. Pas de gueuloir chez Catherine Colomb. Non. Alors, Flaubert. Mais Flaubert qui passe par le gueuloir, j'ai essayé de le dire, c'est compliqué, hein, j'ai pas encore compris non plus. C'est encore une autre chose. Oui.
J'ai un projet là-dessus d'ailleurs. Mais là-dessus, je suis presque certain qu'elle ne le disait pas. Et donc c'est plus compliqué. Ça heurte plus. La phrase est plus compliquée, bizarrement. Alors que chez Proust, il y a une malice. Il y a une jubilation et une malice. Et ce texte a été dit. Ça s'entend. Il est rythmé. Il est dérythmé, celui-ci, intérieurement. Alors on peut arriver, en le poussant un tout petit peu à gauche, à droite, à le mettre comme ça. Mais par rapport à une oralité, c'est ce que je ressens maintenant. Voilà. En même temps, ce qui m'a frappé, que je n'avais pas entendu à la lecture mentale, ce sont les rimes, enfin les espèces d'effets de sonorité, d'assonance. Oui. Il y a presque des vers internes, des rimes internes qu'on entend quand vous dites ce texte. En fait, c'est impressionnant. Il y a vraiment des effets comme ça, de cascades de sons qui se reproduisent et que vous rendez parce que vous l'avez entendu, mais qu'on n'entend pas quand on dit simplement silencieusement. Donc c'est comme si cette langue avait quand même quelque chose d'oral, enfin je veux dire de théâtral, comme du Racine, mais peut-être que simplement je ne l'ai pas encore je l'ai pas encore comprise dans sa, je l'ai pas encore vraiment comprise. Mais vous le rendez, j'entends grâce à vous ces échos internes de sonorité. Tant mieux, mais il y a quand même 2-3 choses qui sont quand même des fois tout à fait curieuses. Il y a presque des pièges des fois. Je sais pas, mais je sais plus où c'était. Mais oui, il dit il y a des herbes, des arbres, des herbes, arbres, c'est tout est des fois c'est un peu curieux. Enfin bon, voilà. Et dans ce que dégage, puisqu'il y a quand même des personnages malgré tout, même si ce sont des voix, à travailler ce texte, est-ce que lorsque vous faites parler Madame, faites parler Eugène, qui sont vraiment écrits toujours dans un contraste, une tension contradictoire énorme, est-ce que vous éprouvez cette espèce de totalitarisme de Madame, cette toute-puissance de Madame dans la langue elle-même? Oui. C'est sensible. Mais c'est là où je dirais qu'il y a quelque chose qui est d'une méchanceté. De la part de l'auteur? Oui. On sent qu'il y a une espèce... Elle la charge. Oui, elle la charge. Oui, elle aime bien. Elle aime bien de temps en temps. Elle ne laisse rien. Non, rien. Sauf qu'il y a cette scène quand elle se marie et que son père l'accompagne à côté. Elle a ses fantômes. Voilà, elle a ses fantômes, elle a sa douleur, elle est une exilée aussi. Elle arrive dans cette famille. Si elle perd la maison, elle perd tout. Voilà. Elle sait qu'elle va repartir Dieu sait où. Mais elle ronflait. Les siens. Elle ronflait dans ce fiacre. Avec le vieillard qui la tenait comme ça. Oui. C'est très étrange cette scène quand même. Pour moi, pour presque tous les personnages, il y a un personnage comme ça qui est avalé par un point nodal d'une douleur enfantine ou d'une douleur ancienne, et sur lequel il va s'appuyer pour repartir vers les autres, avec justement cette méchanceté, parfois. Madame, par exemple. Madame, par Adolphe, d'une autre manière, par sa résignation. Eugène, oui, pardon, lorsqu'il est face au lac, qui ne bouge pas, comme ça. Qui lui cache la vue. Et qui lui cache la vue et du lac, et qu'elle regarde par l'autre fenêtre, oui. Oui, on sent Zoé qui est devenue folle, et puis évidemment César, évidemment. La tourterelle qui est tombée. Vous sentez très fort que le point de vue, que la focale se met sur César, ou est-ce que quand vous lisez, vous avez l'impression qu'elle part d'un côté, elle part de l'autre? Non. C'est vraiment César qui tient le texte. L'axe, c'est César. Oui. Et ça aussi, c'est une aide pour lire. Oui, alors ça, on en avait parlé, et ça m'a aidé beaucoup, mais en plus, ça se sent. L'axe, c'est évidemment César. C'est même probablement son porte-parole. Bien sûr. Oui.
César, c'est vraiment le porte-parole de Catherine Colomb pour moi. C'est son axe. Sa colère. Ouais. Et d'ailleurs, elle le charge aussi. Mais c'est plus tard. Parce qu'il rentre, il donne des coups de pied dans le tas de bois. Il est odieux, il tape tout le monde. Enfin, il est épouvantable. Je ne sais pas, j'aimerais bien. Il n'y a pas des gens qui ont connu Catherine Colomb. Je savoir si. Moi, je ne l'imagine pas gentil. Mais peut-être que je peux me tromper. Est-ce que l'auteur est dans sa vie le même que celui qui écrit? Sûrement pas. Sûrement pas, mais la méchanceté, ça reste un peu. Non, mais je suis proche. C'est tout à fait absurde. C'est juste comme ça. Voilà. Et quand on a parlé aussi, vous me disiez que vous aviez absolument besoin d'un point de départ qui vous lance en quelque sorte dans cette lecture. Oui. Et quand on a parlé d'épique, ça a été un des détonateurs pour vous en quelque sorte. Enfin, quelque chose qui était comme une clé en partie pour avoir des têtes. Pourquoi est-ce que ça a changé quelque chose de penser que c'était épique comme écriture? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Si je veux vraiment être sincère, je ne peux pas répondre à ça. C'est-à-dire que, encore une fois, je me méfie furieusement d'un point de vue intelligent lorsque j'arrive sur un texte. Et donc, mais par contre, j'ai besoin de tout ce savoir-là, et puis ça va ouvrir des portes. Et petit à petit, je peux m'installer, je peux venir, je peux m'amener aussi dedans. Et de temps en temps, certains textes me laissent dehors. Et puis il y a une conversation, il y a une chose, il y a un truc, hop, puis peut-être il y a une chose qui peut s'ouvrir, et peut-être qu'on peut, et peut-être on peut rentrer, on peut commencer à rentrer. Et puis certains textes vous laissent encore dehors, jusqu'au bout. Il m'est arrivé d'aller jouer des textes jusqu'au bout, on le fait, mais on reste dehors, Et celui-là, il s'est entrouvert, oui. Oui, il s'est entrouvert, il est plus surprenant. Il est plus surprenant qu'il n'y paraît au premier abord. Oui. Il y a plus de couches encore. C'est ça. C'est ce qu'on disait aussi au colloque, c'est le nombre de couches. Ah, ouais. Et au fond, chacun arrive avec son axe de lecture et sort une couche, et puis un autre, une couche, et elle répond à tout ça. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. C'est complètement feuilleté de niveau. C'est feuilleté, mais en même temps, c'est comprimé. C'est une espèce de pierre noire, comme ça. Boum. Et on essaie d'entrer comme ça, mais en fait, il faut la prendre d'un coup, quoi. Ouais. Est-ce que dans le public, il y a peut-être des questions que vous souhaiteriez poser, M. Loïta? Je voulais savoir comment vous avez choisi de vous arrêter. Deux raisons. On m'avait dit 35-40 minutes. Ça, c'est la première raison. Et l'autre, à ce moment-là, je partais, puis à ce moment-là, je me dis, tiens, ça revient. Cette chose revient avec Abraham qui, à cet instant, comme ça, et le cerceau qui revient. Je me suis dit, oh, ça serait bien, c'est possible. J'ai regardé, ça fait à peu près 40 minutes. Je me suis dit, bah voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très terre à terre. Parce qu'il y a quand même un retour du même. Mais je trouvais sympathique que cette chose-là revienne après 40 minutes. J'ai trouvé ça très gentil. Très gentil de sa part. On parlait de sa pseudo-méchanceté, elle était très gentille, j'ai trouvé. Très aimable. Alors, je ne connais pas le livre. À quel moment se situe donc le passage que vous avez lu? C'est tout le début. C'est le début. Ça s'ouvre comme ça. C'est les 20 premières pages. On attend quelque chose qui se soit passé éventuellement avant. Mais bon, alors, on tombe dedans, on tombe dans la marmite, d'accord. On tombe dans la marmite, c'est les 20 premières pages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une coupure. Voilà. Ouais. Il n'y a pas une coupure, il n'y a pas une chose comme ça. On avait parlé ensemble auparavant. Il s'agissait d'aller vers cet auteur et je ne voulais pas faire des bons morceaux.
là non plus, je voulais essayer d'entrer à l'intérieur de cette chose. Voilà. C'est les 20 premières pages, ou à peu près, oui. Voilà, c'est ça. Ça donne envie d'aller plus loin. Tant mieux. Alors le travail est fait, ça. Oui, Merci. tout à fait. Mais- C'est pourquoi je vous le dis. Merci. Et puis on tombe dedans, littéralement, on tombe avec Ah ouais. Abraham. Abraham, ouais. C'est extraordinaire, c'est vraiment un incipit qui fait que, voilà, on est jeté dans le texte avec lui, Ouais. et on tombe dedans sans savoir où on tombe. Je suis resté très Très longtemps. étonnant. Moi, je suis resté très longtemps accroché là-dessus, Ouais. parce qu'il y a 2 décrochements. C'est très tordu, cette petite chose, qui paraît toute simple, mais c'est très tordu. Abraham vient de tomber de la tour, non pas de la tour de la corniche, mais mon Dieu, qu'allait-il faire sur cette corniche? C'est César qui l'a poussé. César, tiens, pensa la messagère, il faudra désormais rencontrer Abraham mort. Et donc très vite, on est dans une action, mais si on tombe trop vite dans cette action, on ne peut pas avoir la réflexion de cette messagère, et on ne peut pas avoir cette chose avec Abraham mort et qui part. Et j'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fait, je ne pouvais pas rentrer dedans, dans cette action-là. Dans d'autres, oui. Mais je ne pouvais que citer cette chose-là. Abraham vient de tomber. De la tour? Non, pas de la tour, de la corniche. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un souvenir. Mais si on n'est pas dans un souvenir, on ne peut pas le lire. Parce qu'on tombe dans l'action. On qui est tombe, représentée. c'est ça. Et dans cette action, il y a 2 décrochements et on n'y arrive pas. Enfin, moi, j'y arrivais pas. En tout cas, je vais essayer pas. Mais donc, il y avait une solution, il fallait citer ça. Alors que sur d'autres choses, c'est cité, mais moins. Il est très compliqué. Ce premier départ, j'ai trouvé ça très compliqué. Moi. Mais bon, En même temps, c'est presque de l'ordre du fantasme. On se demande Oui, toujours dans c'est quelle ça. mesure il est tombé vraiment C'est ça. ou pas, parce qu'en fait, il se blesse quasiment pas, C'est il ça. ressurgit. il y a des gouttes de sang. Voilà. Avec le cousin arrive, tout content. Bon, il a égratigné simplement. au bout C'est du ça. compte. Et il y a plusieurs versions, en fait. On a l'impression Ouais. qu'il s'est tué, qu'il s'est fracassé. Non. Et puis après, il a égratigné juste alors qu'il est tombé, en fait, d'une corniche de. Ouais, Donc, 5 mètres. est-ce que c'est pas César qui rêve qu'il est tombé? Enfin, bon. Est-ce que ce que vous dites donne On sait cette pas. impression que c'est de l'ordre du fantasme avant Oui. même qu'on soit entré dans le texte? Enfin. Oui. Et c'est cette même chose, justement, ça veut dire que très souvent, ce texte et cette action renvoient vers une chose ressassée, La preuve, Tout le ça temps. revient au présent. toujours, et ça revient au présent, et ça repart, et ça revient, et ça repart comme ça. Et c'est pour ça que, enfin, c'est l'essai, après notre discussion, comme ça, c'était 3-4 jours après, j'ai commencé à faire cette chose-là comme ça, avec tous ces moments où il y a plein de vie, entre guillemets, où enfin, j'essayais que ça vit, et puis tout le temps, ouf. C'est reparti, c'est aspiré vers le fond. Et ça commence par quelque chose qui n'est pas une action, bizarrement. Alors que c'est dit comme une action, avec les petits tirets, avec tout ça, etc. Donc, Et pareil pour Madame, enfin, César rêve de noyer Madame, oui, et on a l'impression qu'une fois il le fait, voilà, et non. et c'est pas arrivé. Non, non, Donc, ça pourrait être la même chose en fait. On se demande toujours si c'est de l'ordre du. on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se le demander intellectuellement, et que, en fait, vous avez l'impression que c'est le texte qui le dit, tel qu'il est Oui. écrit, que c'est de l'ordre du fantasme. Oui, oui. Enfin, pas tout, Enfin, pour ça. mais certaines parties, oui. Oui, oui, oui. Le fantasme de César. Oui, c'est ça. Il n'arrête pas de vouloir tuer ceux qui lui font du mal, mais qui ne le fait pas. Oui. Oui, oui. Et qui rêve, Qui rêve. à voix haute. Oui, oui. Je me permets de vous interrompre là, on pourrait sans doute continuer longtemps et je suis pas sûre qu'on trouverait une explication à ce début. Par contre, moi je vois 3 jolies suites. Il reste encore quelques exemplaires de romans pour ceux qui n'auraient pas et qui seraient curieux des pages qui suivent. Il y a le colloque qui reprend demain matin, qui est ouvert à tous, et puis la discussion, elle n'est pas obligée de s'arrêter là. On peut la poursuivre au rez-de-chaussée autour d'un verre. Et puis encore, merci beaucoup pour cette très belle lecture. Merci.